hier, 15 novembre, marquait les 20 ans d'anniversaire de l'arrivée de la Xbox sur le marché, ce qui est quand même assez important. 20 ans d'innovation, de succès, d'échecs, on va en parler, ou de boulettes sur le chemin. Mais voilà, c'est intéressant de reparler un petit peu de ce qui s'est passé. Et du coup, il y a un super article que je vous recommande. Je vous en ai mis deux, un en français et un en anglais. Mais je trouve que celui en anglais est beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux écrit. Donc si vous êtes à l'aise, allez-y. Donc c'est un article de Protocol que j'ai vraiment trouvé extra, qui nous fait un petit peu l'historique de la Xbox et les différentes étapes clés en fait de l'histoire de la Xbox, mais de manière assez digeste. Hein. C'est pas non plus un article qui fait 3 km de long. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il remet dans le contexte de ce qui s'est passé à l'époque. Rappelez-vous, on rembobine un petit peu à la fin des années 90. On a donc un marché qui est largement dominé par les deux sociétés japonaises Nintendo et Sony, qui sont vraiment complètement dominants à la fin des années 90. On a du coup dans l'espèce de cimetière des sociétés de jeux vidéo ou de consoles en tout cas, on a notamment Sega avec Genesis, Saturn et Dreamcast qui n'ont pas fait forcément long feu, ou en tout cas qui n'ont pas perduré après 2001. On a aussi la Neo Geo et la Atari Jaguar qui n'ont pas survécu. Donc toutes ont dit au revoir, ou en tout cas ont baissé les bras après 2001. Donc voilà, donc il restait pas grand chose ici dans le paysage des consoles en tout cas, et c'était un marché, comme je vous le disais, largement dominé par Sony et Nintendo à l'époque. Et là-dessus, le CEO Bill Gates, à l'époque, voilà, le CEO de Microsoft, donc avait fait une entrevue avec le CEO de Sony, Nobuyuki Hidei, et ils avaient notamment proposé d'utiliser les outils Microsoft pour la PlayStation 2. En tout cas, Gates essayait d'entrer sur le marché et de faire valoir la position des PC ici, ou des composants PC, pour le marché des consoles. Pourquoi ? Tout simplement parce que les chiffres, on voyait en fait dans la consommation que les consoles commençaient à prendre des parts de marché sur le marché PC. Hyper intéressant ici d'observer un petit peu la tendance et de se dire il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans la tête a priori de Bill Gates. C'est pour ça qu'il avait rencontré du coup le CEO de Sony, et en bon CEO, voilà, il avait un peu rejeté l'offre en bon CEO, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait rejeté l'offre et la collaboration avec Microsoft pour rester sur ce qu'il connaissait. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'avait lancé. Et là-dessus, du coup, Bill Gates s'est mis en tête de, on va explorer quand même ce projet de console de salon. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut faire le pont avec Microsoft, ou en tout cas le marché PC ici. Et donc c'est là qu'ils ont commencé à réfléchir à du coup une console qui utiliserait des composants PC, qui irait plus loin en pensant aux possibilités et aux fonctionnalités PC. Qu'est-ce que ça pourrait permettre pour les gamers dans le salon. Donc ça, c'est hyper intéressant. La première Xbox qui s'est lancée, c'était donc... elle avait été annoncée aux alentours de 99, mais elle avait été disponible en France en mars 2001, environ à peu près. Et elle avait été lancée en fin 2020 dans les autres pays, en tout cas officiellement annoncée. Mais c'était en mars 2001 plutôt en France. En tout cas, le prix à l'époque de Microsoft pour la première Xbox, c'était $299 en termes de prix de vente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle coûtait à produire $425. Donc là, ils ont fait un gros pari. C'est-à-dire, on va faire le pari de le vendre à perte pour pouvoir se positionner en frontal avec Sony et Nintendo, pour pas avoir des prix trop différents, ou voilà, pour pouvoir se positionner un petit peu sur le marché, ce qui a mené à une perte de $4 milliards pour la première Xbox, mais par contre qui a permis à Microsoft de se faire une place tout simplement au sein du marché des consoles de salon. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Vous voyez un petit peu que dans la stratégie business, c'est pas complètement déconnant des fois de faire un pari avec une perte
à l'origine pour se lancer sur un marché, pour être plus compétitif, et ensuite de pouvoir continuer à investir et stabiliser un petit peu sa position sur le marché, et ensuite réussir à amoindrir les pertes jusqu'à devenir bénéficiaire, etc. etc. Donc ça c'est hyper intéressant. L'autre coup de génie ici de Microsoft pour la première Xbox, c'était l'exclusivité du jeu Halo. Vous savez, ce first person shooter, voilà, qui était donc du studio à l'origine, qui avait été conçu par le studio Bungie, basé à Chicago. Donc là aussi, très très bon coup, puisqu'ils avaient annoncé le lancement de la Xbox avec en même temps le lancement du jeu Halo, qui avait créé vraiment beaucoup d'attentes et qui avait permis de drainer pas mal d'utilisateurs sur la première Xbox, et qui s'était vendu à 81 millions d'unités à ce jour en tout cas, en termes de chiffres. Après, on avait donc l'âge d'or de la Xbox, notamment avec la Xbox 360 qui a été lancée en 2005, qui a été moins chère que la PlayStation 3 de Sony. Donc elle a été moins chère et puis lancée un an avant. Joli coup ici, puisqu'ils ont carrément coupé l'herbe sous le pied à Sony en la sortant avant et en cassant les prix. Donc là, j'imagine un petit peu la tête de Sony à l'époque quand ils ont vu un petit peu ce qui se passait, mais ça a permis vraiment d'établir la Xbox 360 comme quelque chose d'incontournable, et même d'aller être présent sur le marché japonais, ce qui était quand même étonnant, parce que le marché japonais n'est pas un marché super ouvert. Quand ils ont des sociétés japonaises qui font des consoles, ils sont pas très ouverts du coup aux sociétés américaines, ou en tout cas étrangères, qui viendraient concurrencer leurs propres produits. Donc là, chapeau d'avoir réussi aussi à s'insérer sur un marché aussi fermé. Et donc du coup, surtout aussi, le succès de la 360, c'est que ça a ouvert l'ère du multiplayer sur la console, et multiplayer en dehors du salon, puisque c'est l'arrivée de Xbox Live, qui vous permet donc de bénéficier donc d'une connectivité sur la box, et de pouvoir jouer entre guillemets en réseau, en ligne, avec des joueurs qui ne sont pas dans le même salon que vous, ce qui était un peu la limitation des consoles, en fait, jusqu'ici. Et donc, on avait à la fois le multiplayer, la notion de online qui était mis en avant, etc. Et donc, on avait encore ici des gros hits en termes de jeux dont la publicité avait été faite. On avait Call of Duty, Epic, Gears of War. On avait de nouveau Halo, mais cette fois le numéro 3. Donc c'était vraiment aussi tout un marché pour les jeux indie, les jeux indépendants ici, qui s'ouvraient en tout cas pour Microsoft, et donc ce qui permettait de télécharger directement le jeu sur le disque dur de la console, et de pas forcément avoir les CD et compagnie. Voilà, donc ça a été un succès. L'autre revers ici que Microsoft a vu avec ce lancement précipité, c'est notamment le Red Ring of Death, qui aurait pu signer l'arrêt de mort. Excusez-moi, j'ai des chats qui se couchent sur le clavier. L'arrêt de mort de la Xbox aussi, un gros danger, puisqu'en fait, en se lançant très rapidement, il y a eu un problème gravissime, j'ai envie de vous dire. Vous le connaissez, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer, mais les données montrent que le nombre de consoles qui auraient été affectées par ce problème pourrait être de 23% à 54%, ce qui est énorme. Même, j'ai envie de vous dire 23%, c'est déjà énorme, 54%, c'est incroyable. Et donc, du coup, qui aurait pu donc signer l'arrêt de mort de la Xbox, de l'initiative Xbox, mais heureusement, on a eu donc Peter Moore qui a proposé un plan pour dédommager et rappeler les consoles qui étaient qui mouraient, entre guillemets, qui étaient victimes de ce problème-là, et de les remplacer, ou en tout cas de dédommager les utilisateurs, ce qui a permis de passer outre ça et de pas complètement tuer la division Xbox, même si encore une fois ça a coûté 1,15 milliard de dollars à réparer comme erreur. Donc attention quand on se lance trop vite, surtout le hardware, ça coûte cher quand on se plante. Voilà, et puis après, en 2013, donc on a eu un petit peu le flop, alors que Nintendo était déjà un peu distancé à l'époque suite à l'échec de la Wii U, du lancement de la Wii U qui n'avait pas eu le succès qu'on attendait, ou en tout cas que eux attendaient, Nintendo. Mais du coup, voilà, Microsoft aurait pu de nouveau créer un peu plus de distance et vraiment être un peu en duo avec Sony. On avait vraiment les Xbox et les PlayStation un petit peu en compétition. Moi, je me rappelle... je me rappelle ça, on se posait la question PlayStation ou Xbox, on se posait pas la question
question de Nintendo à l'époque. En tout cas, moi, c'était mon expérience. Et du coup, là, avec la Xbox One, on a eu un petit problème de message, de confusion sur est-ce qu'il faut la connecter chaque jour, est-ce que... on a eu plein de confusion sur le lancement, comment on allait pouvoir échanger des jeux ou la revente des jeux, etc. Il y a eu, on a eu l'exemple de Microsoft qui se prend les pieds dans le tapis en termes de communication et de relations presse. C'est pas la première fois, c'était pas la dernière non plus. Bref, ça arrive, c'est comme ça. Mais bon, ça a été quand même un petit peu compliqué, et pour preuve d'ailleurs, la PlayStation 4 s'est vendue à 120 millions d'unités à l'époque, ce qui était plus du double a priori de la Xbox One, même si on n'a pas eu les chiffres officiels de la part de Microsoft à l'époque. Donc voilà. Mais maintenant, si on avance un petit peu dans le temps et qu'on regarde un peu plus aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe récemment ? Depuis 2017, on a donc la création du fameux Xbox Game Pass, donc la création en tout cas de l'initiative. Et donc là, on a assisté vraiment à un pivot ici de Microsoft qui va non seulement avoir donc le hardware avec la console, mais qui est juste un prétexte finalement, un prétexte, je ne sais pas, mais en tout cas on peut spéculer ici, un prétexte pour le Game Pass, le Xbox Game Pass. Qu'est-ce que c'est le Xbox Game Pass, pardon ? C'est une formule d'abonnement qui vous permet de bénéficier de jeux disponibles donc dans le Game Pass, ou d'acheter à prix réduit définitivement ces jeux-là, parce qu'en fait, le principe de l'avoir dans le Game Pass, c'est qu'en fait, vous l'avez pendant un certain temps, et après, potentiellement, le jeu part de l'abonnement, un peu comme ce qui se passe sur le catalogue Netflix. Vous avez des programmes qui arrivent, qui repartent, etc. Tous les mois, il y a des nouveautés, mais tous les mois, il y a des programmes qui partent. C'est un peu le même principe ici. De licence, de jeux, de contenu avec le Game Pass, et vous avez quand même la possibilité de les acheter définitivement à prix un peu réduit si vous avez l'abonnement. Mais du coup, on est sur une stratégie différente, c'est-à-dire qu'on a eu Microsoft qui a racheté, qui n'a pas arraché, mais a racheté plusieurs studios. On a eu notamment le gros coup avec Bethesda, je ne sais jamais comment prononcer ce nom, mais voilà. En rachetant la société ZeniMax pour 7,5 milliards de dollars, qui a donné accès du coup à Microsoft à un large catalogue de jeux vidéo comme Elder Scrolls, Fallout, enfin voilà, c'est pas rien, comme même moi j'y connais rien, mais je veux dire, on en a entendu parler tellement de ces jeux que évidemment on sait que c'est des gros jeux, et qui a donné donc une aura un petit peu à Microsoft assez importante, à la fois en termes d'exclusivité, mais également en termes de back catalogue disponible sur le Game Pass. Et donc du coup, on a vraiment, d'une part, la stratégie Microsoft qui, ici, s'oriente vers donc une formule d'abonnement, vraiment à la Netflix-like. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc du coup, ça change aussi comment on mesure le succès finalement d'une plateforme. Ça devient un peu une plateforme entre l'abonnement et le jeu, parce qu'en fait c'est des jeux aussi, vous allez pouvoir jouer sur n'importe quel appareil, que ce soit ordinateur, smartphone, console, etc. Donc, et potentiellement des appareils qui ne sont pas de Microsoft, puisque vous pourrez y jouer sur des Android, etc. Donc c'est hyper intéressant comme stratégie. Ça ne veut pas dire que ça va être un succès, hein, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Et donc du coup, on ne mesure plus forcément en nombre de copies vendues ici pour le succès, mais ça serait plutôt en nombre de personnes qui jouent sur n'importe quel type d'appareil finalement, et les consoles ne sont plus sur le devant de la scène finalement, mais plutôt les jeux et les abonnements. Donc ça c'est hyper intéressant, surtout quand on regarde ce qui se passe du côté de Nintendo et de Sony, qui eux sont plutôt restés, en tout cas pour l'instant, vraiment centrés sur l'aspect console. Donc à voir, est-ce que Microsoft est en train finalement de pivoter, de révolutionner un petit peu l'industrie du gaming et de distancer Sony et Nintendo, ou est-ce que Sony et Nintendo sont en train de préparer quelque chose dans leur carton, surtout que quand on voit que Netflix aussi est en train de proposer un catalogue de jeux mobiles. Pour l'instant c'est jeux mobiles, mais je vous rappelle que Netflix est quand même disponible sur plein de devices différents, donc est-ce que ça va rester mobile très longtemps ? J'en sais rien. Là on est dans la spéculation, hein, mais je veux dire, ça ouvre vraiment tout un pan d'innovation, d'histoire avec Xbox, et je trouve ça hyper intéressant.